Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une véritable icône du foot, Cristiano Ronaldo. Un nom qui évoque tout de suite des buts, des records, une longévité assez incroyable, mais aussi une personnalité complexe, quoi. Exactement. On va bien sûr parcourir sa carrière, qui est phénoménale, mais on va aussi essayer de comprendre son évolution. Comment il est passé en fait du jeune allié super spectaculaire à cette espèce de machine à but. Et puis, il y a ce chapitre très spécial, le numéro 7 à Manchester United. Un maillot mythique qu'il a porté, avec tout ce que ça implique. Et pour nourrir un peu tout ça, on s'appuie sur différentes sources. Sa page Wikipédia française, qui est très très fournie, des articles aussi comme ceux de Sporting Place ou Manchester Devils, qui décortiquent vraiment cette histoire du numéro 7 à United. Et puis on a aussi sous les yeux la bio Wikipédia d'une autre légende du 7, Eric Cantona. Voilà. L'idée, c'est pas juste de faire une liste de faits, c'est plutôt de saisir la trajectoire globale, comprendre ce qui fait de Ronaldo ce joueur hors norme, analyser sa métamorphose sur le terrain et puis décrypter pourquoi ce numéro 7 à Old Trafford, c'est bien plus qu'un simple chiffre, au point qu'on parle même parfois d'une sorte de malédiction ces derniers temps. Carrément. Alors commençons par le commencement. Ses débuts au Sporting CP et puis très vite ce transfert à Manchester United en 2003. Le début de l'ascension fulgurante. Il a que 18 ans. Oui, et ce premier passage à United, franchement, c'est une montée en puissance assez dingue. Entre 2003 et 2006, c'est l'éclosion. On voit le potentiel, la technique, cette vitesse folle. Les sources rappellent qu'il a été flashé à plus de 38 km/h. Ah oui, quand même. Mais c'est vraiment à partir de la saison 2006-2007 qu'il passe un cap. Vraiment décisif. C'est là qu'il commence à peser lourd dans les matchs, c'est ça ? Plus seulement des éclairs de génie, mais une vraie constance. Précisément. Il est élu meilleur jeune et meilleur joueur de Première Ligue cette saison-là. Son impact devient essentiel pour United. D'ailleurs, il finit déjà deuxième au Ballon d'Or 2007, juste derrière Kaka. Et la saison d'après, 2007-2008, alors là, c'est l'apothéose mancunienne. Le premier Ballon d'Or, la Ligue des Champions. Et il bat ce record si symbolique de George Best, celui du nombre de buts sur une saison pour un milieu ou un ailier à United. S'inscrire aussi vite dans cette lignée, ça pose le bonhomme, quoi. Ah mais complètement. 42 buts toutes compétitions confondues, son premier soulier d'or européen. C'était la confirmation. Il n'était plus juste l'ailier dribbleur et spectaculaire. Il devenait le joueur capable de faire basculer les matchs au plus haut niveau. On se souvient de son doublé contre la Roma en quart de C1 en 2007, ce fameux 7-1. Ça avait déjà marqué les esprits, ça. Et fort de ce statut, le transfert retentissant au Real Madrid en 2009. Le début d'une nouvelle ère, souvent décrite comme son apogée, absolu. C'est l'ère de la machine à but, clairement. Dès 2010-2011, il explose le record de buts en Liga, 40 buts, 53 toutes compétitions confondues, nouveau soulier d'or. Même si collectivement le Real est encore un peu dans l'ombre du Barça de Guardiola et de Messi, bien sûr. Ah oui, cette rivalité avec Messi. Ça devient un moteur incroyable pour lui, cette rivalité. C'est évident. On sent que ça le pousse sans arrêt. Le Real gagne enfin la Liga en 2011-2012 avec ce record de 100 points. Et puis il y a cette quête presque obsessionnelle de la Décima, la 10e Ligue des Champions. Elle finit par arriver en 2014, l'année de son deuxième Ballon d'Or d'ailleurs, enfin. Il avait eu celui de 2013 juste avant, après une année civile 2013 complètement folle avec 69 buts. Il en gagnera 4 en tout avec le Real. Des ballons d'or. Mais ce qui est frappant pendant ces années madrilènes, c'est vraiment sa transformation physique et tactique. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Moins ailier, plus dans l'axe, moins de dribble, mais une efficacité devant le but redoutable. Comment on explique ça, Eb ? C'est ambition personnelle ? Adaptation tactique voulue par Ancelotti ou Zidane ? Sans doute un mélange des deux. Son intelligence de jeu lui a fait comprendre qu'en se rapprochant du but avec ses qualités athlétiques qui sont hors normes, sa détente, son jeu de tête, sa frappe des deux pieds, il pouvait être encore plus dévastateur. Et pour le Real, c'était une arme absolue d'avoir un finisseur comme ça. Il devient moins créateur, c'est vrai, il participe moins au jeu, mais son impact statistique, c'est juste phénoménal. Et c'est là qu'on voit des saisons comme 2014-2015. Il est Pichichi meilleur buteur de Liga avec 48 buts, 61 toutes compétitions confondues, 22 passes décisives, des chiffres ahurissants, ses records personnels. Mais paradoxalement, le Real gagne rien de majeur cette année-là. Ça illustre bien cette tension parfois entre ses exploits individuels et le succès collectif. Tout à fait. Mais bon,
Au final, son bilan en Real, il est stratosphérique. 450 buts en 438 matchs, 16 trophées majeurs. Il a marqué l'histoire du club, c'est indéniable, comme très peu avant lui. Et l'histoire ne s'arrête pas là. 2018, coup de tonnerre, il signe à la Juventus. Plus de 100 millions d'euros pour un joueur de 33 ans. C'était du jamais vu. Et beaucoup doutaient quand même. Oui, mais il relève le défi italien. Il devient le premier joueur à gagner les championnats d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Il finit capocannoniere, meilleur buteur de Serie A en 2020-2021. Ce qui fait de lui aussi le premier à être meilleur buteur dans ces 3 grands championnats. Il ajoute la Coupe d'Italie à son palmarès, encore des records, encore des titres. Puis, ce retour surprise à Manchester United en 2021. Plein d'émotions au début, mais ça tourne mal. Les sources parlent d'une saison catastrophique pour le club et d'un fiasco personnel qui mène à son départ en plein milieu de saison suivante et de façon assez conflictuelle. C'est un chapitre plus contrasté, ça c'est sûr, hein. Et ça le conduit à ce choix qui a fait couler beaucoup d'encre, rejoindre Al Nasser en Arabie Saoudite, début 2023. Là encore, beaucoup ont crié à la pré-retraite dorée, mais les chiffres, ils continuent de tomber. Meilleur buteur mondial sur l'année 2023 avec 54 buts, record de buts sur une saison en Saudi Pro League en 2024, 35 buts. Il a même passé la barre des 1200 matchs professionnels, c'est dingue. Et en août 2025, il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer plus de 100 buts pour 4 clubs. Real, Man United, Juventus, Al Nasser, en plus de l'équipe nationale. Sa longévité est juste exceptionnelle. Après, le débat reste ouvert sur la valeur sportive réelle de ses performances dans le championnat saoudien par rapport à ses standards européens passés, évidemment. Ce qui nous amène justement à son évolution sur le terrain. On a évoqué ce passage d'ailier à buteur. Au début, à United, c'était le dribble, la vitesse, le spectacle. Parfois un peu trop, disaient certains. Plutôt côté gauche, hein. Oui, le joueur YouTube par excellence à ses débuts, quoi. Spectaculaire, imprévisible. Puis, comme on l'a dit, la mue opère au Real. Plus axial, plus tueur, moins de gris-gris, plus d'efficacité. Une transformation physique aussi, hein, pour maintenir sa puissance et compenser la perte naturelle de vitesse explosive avec l'âge. Faut bosser pour ça. Et il développe d'autres armes. Ce jeu de tête incroyable, grâce à une détente phénoménale, cette frappe de balle surpuissante des 2 pieds. Et bien sûr, les coups de pied arrêtés, ces coups francs flottants, avec cette préparation si particulière, presque iconique, et sa fiabilité sur penalty. C'est devenu un attaquant total sur le plan offensif. Moins impliqué dans la construction, c'est vrai, moins de repli défensif aussi, mais une obsession constante du but, une intelligence de placement redoutable. Un profil qu'il a gardé à la Juve lors de son retour à United et qu'on voit encore à Al Nassr et en sélection où il joue souvent seul en pointe maintenant. Mais cette personnalité sur le terrain, elle a aussi ses côtés plus sombres, non ? Les sources mentionnent des critiques assez récurrentes. Effectivement, son attitude parfois jugée provocatrice, les accusations de simulation, cet égoïsme apparent sur certaines actions, et puis son impulsivité. 11 cartons rouges en carrière, c'est beaucoup pour un attaquant quand même. Ça fait partie du personnage Ronaldo, avec ses admirateurs et ses détracteurs. Parlons un peu de sa carrière internationale. Là aussi, c'est une histoire de longévité et de record avec le Portugal. Il commence en 2003, il devient capitaine en 2007, et les chiffres sont juste fous, hein. Plus de 221 sélections, 138 buts en septembre 2024. Il a été le leader incontesté de cette sélection pendant 2 décennies. Révélé à l'Euro 2004, chez lui au Portugal, ils vont en finale. Ensuite, il a été de toutes les batailles. Demi-finaliste du Mondial 2006, avec cet épisode un peu controversé avec Rooney. Ah oui, l'affaire du clin d'œil. Voilà. Demi-finaliste de l'Euro 2012 en capitaine exemplaire. Moi, je me souviens surtout de ses barrages pour le Mondial 2014 contre la Suède d'Ibrahimovic. Son triplé au match retour, c'était quelque chose. C'est là qu'il dépasse Pauletta comme meilleur buteur de l'histoire de la sélection, d'ailleurs. Un moment charnier, oui, tout à fait. Et la consécration suprême, c'est l'Euro 2016 évidemment. Le Portugal gagne enfin un titre majeur. Même si sa finale à lui est écourtée par une blessure. Son image de leader sur le banc de touche, hurlant ses consignes, c'est resté gravé. Et les records qui continuent. Premier joueur à marquer dans 8 phases finales internationales consécutives, la victoire en Ligue des Nations 2019, premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes, au Qatar en 2022, c'est sans fin. Sans oublier le record absolu, hein.
devenir le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales masculines en dépassant l'Iranien Ali Daei en 2021. Et il a récemment passé la barre des 900 buts en carrière pro. C'est juste phénoménal. Sa capacité à rester décisif au plus haut niveau international sur une si longue période, c'est peut-être ça un de ses plus grands exploits, franchement. Incroyable. Bon, changeons de décor, mais restons sur un symbole fort, ce fameux numéro 7 à Manchester United. Les sources, comme celles de Sporting Place ou Manchester Devils, elles insistent, c'est pas un numéro comme les autres là-bas. Ah non, c'est un héritage, une lignée de joueurs exceptionnels qui ont porté ce maillot et qui ont marqué l'histoire du club. Bien avant Ronaldo, il y a eu des géants. On pense d'abord à George Best, dans les années 60. Le 5e Beatle, le dribbleur génial, fantasque, la pièce maîtresse de l'équipe qui gagne la Coupe d'Europe en 1968. Ensuite, dans les années 80, une période un peu moins faste pour le club, c'est Brian Robson qui incarne l'âme des Red Devils avec ce numéro. Un capitaine courageux, un leader par l'exemple, Captain Marvel. Et là, arrive 1992. Et un homme qui va tout changer, Eric Cantona, The King. Son arrivée est décrite comme le catalyseur, le moment où United redevient United. Absolument. Cantona, c'est le charisme à l'état pur. Le joueur imprévisible, mais génial, qui a porté l'équipe vers 4 titres de champion en 5 ans. Une aura incroyable, un leader naturel. Ce n'est pas pour rien que les fans l'ont élu meilleur joueur de l'histoire du club. Col relevé, regard noir. Une personnalité complexe aussi, avec ce fameux coup de pied kung-fu sur un supporter de Crystal Palace en 1995. Et les sources rappellent que c'était après des insultes xénophobes, c'est important de le préciser. Et puis cette retraite choc à seulement 30 ans en 1997. Et après le roi vient l'icône planétaire, David Beckham, de 1997 à 2003. Il hérite du 7 et le fait rayonner mondialement. Ses coups francs chirurgicaux, ses centres millimétrés, son rôle dans le triplé historique de 1999. Il a incarné une autre facette du club, plus glamour aussi, ce qui a parfois tendu ses relations avec Ferguson, le fameux côté Spice Boy, comme disent les sources. Et c'est juste après Beckham, en 2003, que le jeune Cristiano Ronaldo débarque et on lui donne ce numéro 7. La pression a dû être énorme, non ? Immense. Mais lors de son premier passage, il a non seulement assumé cet héritage, mais il l'a renforcé. Le Ballon d'Or 2008, la Ligue des Champions, il s'est inscrit magnifiquement dans cette lignée de légende. Il est devenu CR7. Mais voilà, depuis son départ pour le Real Madrid en 2009, quelque chose semble cassé. Les sources parlent carrément d'une malédiction du numéro 7 à United. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un constat assez troublant, oui. Aucun joueur qui a porté le 7 après le premier départ de Ronaldo n'a réussi à s'imposer durablement, ni à répondre aux attentes immenses qui vont avec ce maillot. La liste est assez éloquente. Michael Owen, freiné par les blessures, bon. Angel Di Maria, un transfert phare, 75 millions d'euros, qui vire au fiasco total. Alexis Sanchez, peut-être le pire exemple, un échec sportif et financier cuisant. 5 buts en 45 matchs, C'est terrible. Même Edinson Cavani, un buteur confirmé, a eu des bons passages, mais n'a pas eu l'impact attendu, globalement. Alors, comment on l'explique ? Est-ce que le poids de cet héritage est devenu trop lourd à porter ? Est-ce que c'est simplement le reflet du déclin relatif du club depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 ? Ou juste une série de mauvais choix de recrutement ? Probablement un peu de tout ça, comme vous disiez tout à l'heure. Mais cette série noire est frappante. Et elle symbolise peut-être, malgré elle, les difficultés de Manchester United à retrouver sa splendeur passée et à trouver un successeur digne de cette lignée, Best, Cantona, Beckham, Ronaldo. C'est une question qui taraude les supporters, les observateurs. Le numéro 7 est devenu un symptôme en quelque sorte. Pour compléter un peu le portrait, il faut aussi dire un mot de l'impact de Ronaldo en dehors des terrains. C'est un phénomène socio-économique, c'est clair. Indéniablement. C'est une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux. 650 millions d'abonnés sur Instagram en 2024. C'est vertigineux. Il a son musée, un aéroport à son nom à Madère. Son image dépasse très largement le cadre du football. Et financièrement, c'est une puissance, régulièrement classée parmi les sportifs les mieux payés au monde par Forbes, grâce à des salaires colossaux, bien sûr, mais aussi des contrats publicitaires majeurs. Nike à vie, entre autres. Les sources chiffraient ses revenus Instagram à eux seuls à 44 millions d'euros sur 12 mois en 2019. Sa fortune globale en carrière dépasserait le milliard. Mais cette hypermédiatisation, cette richesse, ça s'accompagne aussi d'une face plus sombre.
avec des controverses que nos sources rapportent factuellement, sans prendre parti. Il y a eu l'affaire d'évasion fiscale issue des Football Leaks en 2016, des soupçons de dissimulation de 150 millions d'euros. Oui, suivi d'une plainte du parquet de Madrid en 2017 pour une fraude fiscale présumée de près de 15 millions d'euros. Affaire qui a été réglée depuis par un accord financier et une peine de prison avec sursis. Et puis, il y a eu des affaires judiciaires d'ordre privé. Une accusation de viol en 2005 à Londres, qui avait été classée à l'époque après retrait de la plainte, et surtout l'accusation de viol par Catherine Mayorga pour des faits présumés datant de 2009 à Las Vegas, qui a refait surface en 2018. Cette affaire a connu plusieurs développements judiciaires aux États-Unis. Elle a finalement été classée sans suite au pénal, et la plainte civile a été rejetée par les tribunaux américains, une décision confirmée en appel en 2023. Les sources notent que certains sponsors avaient exprimé leur profonde préoccupation à l'époque. Bon. C'est important de mentionner ces éléments parce qu'ils font partie de la figure publique complexe qu'est Ronaldo. Effectivement, ça fait partie du tableau complet au-delà du sportif. Il faut en être conscient. Si on essaie de synthétiser un peu notre exploration, on a donc un joueur au record ahurissant, qui a su évoluer de façon spectaculaire pour rester au sommet pendant 2 décennies. Un impact est statistique, médiatique, économique, planétaire. Et puis ce lien très particulier avec le numéro 7 de Manchester United, symbole d'un héritage à la fois glorieux et terriblement lourd. Cristiano Ronaldo, c'est vraiment l'incarnation de l'athlète moderne, poussé à l'extrême. La performance, la longévité, le culte du corps, la gestion de l'image. Sa place dans l'histoire du foot, elle est assurée, mais elle est complexe. Il a redéfini les standards statistiques, c'est certain, tout en étant une figure qui ne laisse personne indifférent. Et l'histoire du numéro 7 à United, elle, nous rappelle que dans le foot, les symboles ont une puissance qui dépasse souvent le rationnel. Et ça nous amène à une dernière pensée peut-être. Au-delà des buts, des trophées, des records, quelle sera la trace véritable laissée par Cristiano Ronaldo? Comment est-ce qu'on jugera dans 10, 20 ou 50 ans cette époque marquée par des joueurs comme lui, aux capacités presque surhumaines, mais dont la personnalité et le parcours suscitent autant d'admiration inconditionnelle que de critiques virulentes et de débats sans fin? C'est la question à 1 milliard peut-être. Seul le temps nous le dira vraiment. Mais une chose est sûre, il aura marqué son temps comme très peu d'autres. Ça, c'est indéniable.